Par le pouvoir du crâne ancestral. Point Break ou Bad Boys 2? Attrape le chat! Et cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. Je déconne. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Film à emporter. Je suis Alexandre et je serai votre hôte comme d'habitude avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Alex. Aujourd'hui, on va vous parler du film Das Boot réalisé par Wolfgang Petersen en 1981, 82, sorti 82 chez nous, avec Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer, Klaus Wennemann. Je suis d'ores et déjà désolé pour toutes ces personnes. Et voilà, on va s'arrêter donc ici pour le casting, hein, parce que sinon je vais écorcher d'autres personnes, ça serait terrible. Le film nous raconte tout simplement les aventures d'une troupe d'Allemands dans un sous-marin. Qui doivent du coup pendant 6 mois errer, trouver des cibles et répondre aux missions qu'on leur donnerait. Et du coup on suit vraiment tout leur parcours, tout leur leur quotidien, ouais. Quoi, dans le sous-marin, avec tout, et puis bien sûr dans un contexte de guerre, donc la Seconde Guerre mondiale. On est en 1941. 41 même. 41, ouais, okay. Ouais. Donc du coup la France est occupée, ils partent de La Rochelle pour faire tout un périple. Du coup c'est adapté d'une histoire vraie. Il y a des événements du film du coup qui sont des vraies batailles navales qui ont lieu, etc. Donc, dont le commandant d'ailleurs du 96 qui a inspiré l'histoire était consultant sur le film, c'est lui qui aiguillait un peu sur la véracité historique. Petersen et ses scénaristes. Et donc voilà, et bah du coup... et aussi inspiré d'un bouquin. Aussi, bah, du coup, le bouquin avait été tiré du truc qui s'appelait Le Styx et qui était l'adaptation, en l'occurrence, filmique. De ce bouquin. Voilà. Donc qu'as-tu pensé de ce film, Arnaud ? Encore une fois, n'est pas coutume, c'est moi qui l'ai... Bien sûr, mais je suis un fan. Ça fait un petit moment que j'essaie de le placer parce que c'est... En fait, je pense que... Bah, c'est ton film préféré c'est mon film de guerre préféré. Je le range en film de guerre, hein, parce que évidemment là, il prend le parti de suivre un équipage de sous-marins, mais c'est quand même oui, c'est un film de guerre. Une grande fresque. Alors le film, alors nous on l'a revu dans sa version Director's Cut. C'est-à-dire Director's Cut, on avait 3h28 3h30 de film. Ouais. Donc, mais à savoir que ce film, en fait, dure presque le triple et qu'ils en ont fait même une série. Alors, du coup, c'est en fait, je vais dire, c'est que 5 heures. C'est-à-dire qu'en fait, la version série, c'est 6 épisodes de 50 minutes, donc c'est à peu près 5 heures. Ouais. Et la version longue, qui est en fait la version télé, enfin la version série, mais où ils ont coupé les génériques, etc. Donc ça fait 4h45 à peu près, quoi. Et d'ailleurs, c'est une version série qui est disponible, alors qui est très dure à trouver aujourd'hui, mais qui est... c'est un DVD, hein, je crois. Ouais, mais non. Parce qu'en plus, c'est du coup, nous, ce qu'on a vu, donc la Director's Cut, donc comme effectivement ce qu'on disait pendant le film, c'est un redoublage. C'est un redoublage. Mais par contre, la version longue est avec comme c'est le doublage de la télé, d'origine. C'est le doublage d'origine. C'est pour ça qu'elle est d'autant plus précieuse, mais elle existe en DVD. Alors apparemment français aussi, on peut le trouver. J'ai vu alors des prix irraisonnables, quoi. Ouais, forcément. Mais du coup, je cours après là. Je vais essayer de le trouver parce que pour le coup, moi, ce que j'aime dans le film, c'est moi, j'aime tout, j'aime plus ou moins tout le film, hein, basiquement, mais j'aime vraiment au fait que ce soit à hauteur d'homme. Et en fait, tous les petits moments d'interaction entre entre les passagers, que ce soit pendant les zones de flou où en fait on est soit en attente d'une mission, soit on sillonne les mers sans trouver d'ennemis à attaquer. J'aime bien, en fait, il y a beaucoup de moments, le film est parsemé de petits moments comme ça, un peu de pause dans le temps, où les personnages apprennent à se découvrir, et on passe aussi par le prisme d'un journaliste d'investigateur, en fait, qui est amené à participer avec les combattants à leur périple, simplement pour tenir un journal, recueillir, et puis pour en faire un papier derrière, quoi. Donc le mec est en immersion avec eux, et du coup il découvre tout un équipage, tout un mode de vie au sein d'un sous-marin, et du coup on est avec lui, c'est nos yeux de spectateurs, quoi. Et du coup j'aime bien, parce que lui va apprendre aussi à découvrir sur l'humanité des personnages, à travers des échanges, à travers des questions qui vont leur poser, alors qui vont lui servir pour ses articles, mais également pour s'instruire lui personnellement. Et moi j'aime bien, c'est qu'en fait ça nous permet de découvrir un peu la psychologie de chacun, parsemé de part et d'autre dans le film, entre deux scènes d'action, quoi, entre guillemets, donc c'est-à-dire des scènes d'attaque ou justement où ils se font attaquer aussi. Donc j'aime bien, et en plus on est d'un point de vue, l'originalité de ce film, c'est qu'on suit un équipage allemand, mais alors évidemment sans jamais, bien sûr, jamais prendre parti, hein. On suit juste des gens qui sont mobilisés au combat.
sans Il n'y a pas de prise de parti. Il n'y a pas de prise de parti. Ouais. Puis surtout, c'est pas leur sujet. Eux, Non. ils respectent des ordres. Et, Mais même eux, effectivement, il n'y a pas genre de nazis convaincus dans le truc. Non, c'est bien sûr. vraiment. et d'ailleurs, À la rigueur, il y a un peu le. Mais du coup, justement, c'est plutôt mis en opposition. Il y a un moment donné, ils rencontrent la hiérarchie, du coup, qui là, Bien pour le sûr. coup, sont un peu plus. En plus, il me semble qu'ils sont vraiment nazis. Enfin, il me semble qu'ils ont des Ouais, costumes ouais. noirs et tout. mais alors, Enfin, bref. mais justement, Et ils du jouent pas coup, trop, justement, t'as ce truc de décalage, quoi, de Bien sûr. l'espèce de lutte de classe, d'aristocratie de l'armée, complètement. qui Hein. fait donc, qui sont les SS, quoi, et puis eux, les petits marins, tu vois, qui sont vraiment Bah, pris pour c'est des. la lutte enfin, la dichotomie entre la guerre de terrain, c'est c'est-à-dire ça, les ouais. vrais soldats qui risquent leur vie, puis la Mm. guerre institutionnelle, comme Ouais. nous le décrira d'ailleurs Spielberg, c'est la guerre des machines à écrire finalement. Mm. Il y a un truc comme ça, et moi ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, eux sont traités de façon plus. Alors, ceux qui sont restés sur le continent, les hauts dirigeants, on va Mm. dire, sont beaucoup plus cyniques dans leur traitement. Ah ouais, Il y a un ouais, côté ouais. vraiment plus grandiloquent, Plus avec la bouffe, Euh, le machin, le oui, regardez, moins réaliste, la parce que purée de machin. ce sont des moments qui sont genre dans leur décalage de ton, Ouais, ouais. qui prêtent un peu à l'humour, presque Ouais, en dans plus, une ouais. espèce de pause un peu, et c'est souvent en plus ça correspond au moment où ils vont s'affréter pour soit Mm. réparer leur navire, où ils vont s'arrêter par exemple, ils font un passage, alors non pas à La Rochelle où ils reviendront à la fin, mais C'est en Espagne. en Espagne, Ouais. où ils vont après juste passer le détroit de Gibraltar, qui va poser problème. Et moi ce que j'aime bien, c'est que même dans l'imagerie, on en parlait même pendant le film, alors on voit les insignes nazis, c'est-à-dire sur leur casque notamment, sous l'aigle, mais ils jouent pas avec cette image-là. Le film, je crois qu'on voit pas un seul ou C'est- très c'est peu discret. de drapeaux nazis. En fait, il y en a un et il est plié, tu vois. Ouais. Il est plié, c'est celui Ouais. qui est sur le sous-marin, en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. Et puis il y a aussi ce fait qu'on nous parlait même pendant du casting, en fait, Mm. qui est un gros casting du gars, et aussi c'est un point positif du Ouais, film, ouais. faut souligner. Mais en fait, il y en a beaucoup qui ont, comme tu dis, presque des têtes d'English, en fait. Il y a un truc comme ça, et en Bah, fait, c'est vrai que ouais. et tu te dis, en fait, je crois que c'est aussi volontaire. Je pense Ouais. que tout est fait pour un peu de perdre. En fait, parce que le film, en fait, on dit que c'est des Allemands, mais ça pourrait être exactement le même film, la même histoire avec. Alors évidemment, tu changes les points de départ géographiques et Voilà, tout ça, ouais, c'est ça. Ouais. avec un point de vue des sous-mariniers anglais, britanniques, et en fait ça aurait été la même chose. Moi ce que j'aime bien, c'est que du coup l'idée n'est pas tant de parler politique, c'est de savoir un peu comment le ressenti d'être en immersion, donc d'où le sous-marin, mais aussi en immersion profonde avec l'humanité de ces personnages qui sont mêlés à la guerre et aux atrocités de la guerre, quoi. Bah, puis là, c'est quand même intéressant d'avoir pris ce point de vue allemand quand même, parce qu'il y a ce côté, en fait, 1941, en fait, on est pour les Allemands dans leur apogée, quoi. Ils sont Le au succès sommet, total. 41, 42, enfin, tu vois, ils sont au sommet de leur... Ils ont la main mise sur tout le continent. C'est ça, et c'est après que commenceront à venir les déconvenus. Mais donc du coup, c'est pertinent, quoi, d'avoir justement ce point de vue. On est dans un film qui est très anti-guerre, hein, de toute façon, mais et du coup, il y a justement ce truc de malgré entre guillemets leur statut là à ce moment-là de j'allais dire, c'est pas encore des vainqueurs, mais en tout cas ils sont c'est les gagnants pour le moment. Ils sont de partis cette pour guerre, vaincre, quoi. ouais. Et ben en fait la guerre est de toute façon terrible sur leurs soldats et du coup tout ce que ça entraîne de humainement. J'aime bien tout l'espèce de petit dilemme avec le petit dilemme, c'est un petit truc, hein, mais un second, je pense que c'est le chef mécano peut-être du sous-marin. Chef mécanicien. Ouais. Voilà, qui a sa femme qui est malade, et donc du coup à un moment donné il se dit bon bah avant la mission je vais l'envoyer repartir au continent, quoi, parce que c'est pas, enfin voilà, il faut qu'il Mais se ils ont reprenne sa femme. l'ordre finalement que. Et puis en fait non, Personne personne n'abandonne le navire, parce tout qu'ils le monde trouvent reste, personne pour le remplacer de ouais. niveau, quoi. Enfin voilà, t'as des petits trucs comme ça, mais c'est ça en fait, c'est que t'as vraiment des petits trucs humains Ouais. qui se passent tout au long du film. Et c'est vrai que Et le film n'oublie jamais, alors on parle il témoigne de l'humanité des personnages, qui nous les rend attachants de facto, parce qu'en fait de manière générale on est avec eux. Et l'idée étant presque de nous dire on est finalement, on participe on est dans l'équipage avec ces sous-mariniers. Et moi ce que j'aime beaucoup, donc là tout est fait comme ça, tout est construit là-dessus, c'est-à-dire qu'on sort jamais du sous-marin, sinon quand eux-mêmes sortent en fait pour soit réparer des avaries, et soit pour récupérer des biens, des vivres aussi, pour pouvoir repartir sur une longue durée. Et donc en fait on est toujours avec eux, mais il en oublie jamais de dépeindre aussi parfois l'inhumanité qui peut régner, c'est-à-dire c'est qu'à un moment donné c'est la guerre et on a des décisions à prendre. Donc, ouais. Et moi il y a une scène que j'adore et que en plus je trouve visuellement superbe, c'est quand ils décident d'attaquer, là ils s'en prennent à toute une armada de convois britanniques, parce que justement ils découvrent que les destroyers sont occupés ailleurs, sans doute à attaquer d'autres bateaux, et du coup il y a tout un convoi de peut-être 5-6 navires qui sont à leur disposition, du coup ils les attaquent dans la surface, en surface, et du coup donc ils réussissent à les en couler plusieurs. Ils se font traquer par un destroyer qui revient à la charge, évidemment. Donc là, du coup, ils réussissent difficilement à s'en sortir, au sein d'une scène que j'adore, on en parle après. Et quand ils remontent, ils découvrent un peu l'étendue des dégâts qu'ils ont créés eux-mêmes. Donc les bateaux sont pas encore tous coulés, et ils sont au bord de couler. Et ils découvrent que
il reste des survivants anglais qui sautent dans l'eau, voilà, qui sont... Et eux-mêmes, au début, ont une réaction humaine de dire, en fait, putain, il s'est découlé 6 heures, ils avaient 6 heures pour être récupérés. Alors, ils sont tous en train de s'énerver, parce qu'ils aiment pas vraiment dans une position, évidemment, les tortionnaires pur et dur, quoi. Ouais. Sauf que le commandant va vouloir faire marche arrière quand il s'agit de récupérer les soldats rescapés. Et ça, j'aime bien, parce que là, pour le coup, le mec est, évidemment, on en parlait, il est indéfendable à ce moment-là, quelque part. Mais, en même temps, on pourrait se dire aussi, ouais, mais tu fais monter des ennemis dans le... Qui sait qui vont pas faire du bruit quand il faudra faire un... Puis, en plus, c'est là, de toute façon, là, c'est le pur pragmatisme de la guerre, hein. Je veux dire, un sous-marin, c'est pas un endroit où tu gardes des prisonniers, où tu recueilles des prisonniers, complètement. Et en même temps, le dilemme est posé parce que il le fait. Ouais. Mais déjà, effectivement, il y a ce truc avant de ah merde, putain, mais personne n'a été récupéré. Ouais. Puis du coup, bah non, tant pis, donc il recule, etc. Mais en même temps, ça le marque aussi, tu vois, il le note dans son carnet. Puis à partir de là, tu sens que c'est à partir de là aussi que ça commence à l'espoir tombe aussi un peu. Puis quoi. il se mure après rapidement, dans une espèce de silence quand il revient en Espagne, justement, il y a une espèce de festin pour célébrer leur arrivée, leur victoire, avant qu'ils repartent, leur victoire en tout cas sur les missions qui lui ont été assignées. Mais ils ont d'autres missions qu'ils vont recevoir après. Et en fait là il se met dans un silence, le mec, puis justement il se confronte à justement une espèce d'institution qui n'a pas les mains dans la merde et qui en fait les prennent un peu comme des héros, mais c'est une attraction, d'un cynisme, c'est des personnages d'attraction. Alors les mecs font des blagues, vous avez dû exploser beaucoup de navires. Oh regardez, ce sont des vrais héros. Voilà, c'est ça. Le mec, tu sens qu'à côté le commandant du sous-marin le considère comme une merde en fait, mais tu vois, il est juste content de pouvoir un peu bouffer et puis tout ça quoi. Mais donc il y a cette scène là donc où il ne sauve pas ces fameux entre guillemets ces rescapés. Et t'as plein de petits moments comme ça. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'espèce de paranoïa qui va s'installer dans les coursives du sous-marin. C'est-à-dire qu'en plus, ils vont faire des tests de profondeur. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est la scène presque obligatoire maintenant dans les films de sous-marins. Alors, il y en a très peu. Mais moi, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le danger peut venir de la surface, mais aussi de là où ils sont. Genre, l'océan est montré presque de manière onirique. En fait, il y a quelque chose, on ne sait pas trop où ils sont jamais. Il est dangereux à tous les instants, c'est-à-dire qu'ils sont broyés aussi bien psychologiquement que le métal, que tout l'habitacle en fait est soumis à des pressions gigantesques quoi. Et ça donne un truc de position en plus de la claustrophobie des coursives. En fait, les couloirs sont restreints. Il utilise la steadicam aussi pour passer. Et moi, je trouve que c'est aussi une tour de force du film, c'est que des fois il y a des espèces de plans séquences ou des mini plans séquences qui traversent des espèces de couloirs étroits, mais avec parsemés où les gens un peu font servent d'obstacle en fait à la caméra, et en fait la caméra réussit à se glisser à chaque fois entre les deux. Et je trouve ça assez impressionnant à l'époque de non plus. Ça donne des plans en plus qui sont toujours hyper stables. C'est assez incroyable formellement aussi, et puis ça participe à cette idée de donner l'impression que tout ça en fait on est dans un truc enfermé psychologiquement de plus en plus éprouvant quoi. Bah, c'est vrai que ce qu'on disait par rapport on pensait au Chant du Loup du coup qui est sorti récemment. Alors je sais pas si c'est que maintenant les sous-marins sont plus spacieux, mais sans effectivement t'as quand même la sensation dans le Chant du Loup que genre c'est des vaisseaux spatiaux quoi. Enfin, tu ne ressens jamais l'isolement et l'enfermement, la claustrophobie, parce que justement c'est des grandes salles puis avec une espèce d'ordinateur, on se croirait dans des bureaux de la CIA en réalité. Et en plus le film Chant du Loup prend le parti de sortir du sous-marin, c'est presque il y a des segments parallèles. Il raconte autre chose après. C'est complètement autre chose. Mais en tout cas mais là c'est vraiment c'est impressionnant la manière dont il arrive à faire bouger sa caméra dans cet espace si restreint, hyper exigu quoi. Bien sûr. Et en même temps ça fait du coup il transforme aussi le sous-marin en un personnage aussi quoi. T'as beaucoup ce truc de passer à travers la salle des machines, de jouer avec, comme tu disais, avec les profondeurs, du coup avec le son de la coque que tu sens sous pression, qui se broie, les boulons qui lâchent au fur et à mesure puis ces scènes qui sont adoubées par le jeu des comédiens qui à ce moment-là, moi le commandant notamment, je me risquerais pas à dire son prénom, on le connaît, c'est un il y a beaucoup de films d'action. Je pense qu'il a été ramené dans le cinéma américain via Peterson, parce qu'il l'avait même réutilisé dans Air Force One, on l'avait dit, puis on l'a vu dans pas mal d'autres gros films aussi, donc et ce mec-là qui a un charisme assez incroyable là-dedans, tu vois, tu ressens sa peur dans ses yeux, il y a vraiment un truc, et puis en plus tu as toujours dans les mêmes plans la présence du journaliste en fait qui est là et qui lui n'étant pas habitué à ça dans un état de psychose absolue, et c'est ça qui est prenant, et ça dure, il te fait durer cette scène là, parce qu'il a le temps de pouvoir le faire. Puis j'aime bien aussi la scène du craquage d'un de ses membres d'équipage, d'un de ses mécanos qui va pour péter un câble en mode non, il faut que je sorte d'ici, j'en peux plus. Pilote fait bah non, c'est un ordre, vous retournez
Et en plus, du coup, tout ça avec le fait que, en fait, tu te rends compte que le mec, c'est pas du tout un petit jeune, quoi. C'est un. Non, c'est un mec qui a il en est été. à sa 9e, il insiste 10e, bien sur un mec sortie, chevronné, quoi. Ouais, c'est ça. Qui est parmi les meilleurs de son poste. Et même malgré tout, le mec, bah ouais, il a pété un câble sous la pression, quoi. C'est. Et moi, ce que j'aime bien dans cette scène-là, c'est que donc il s'adresse au commandant. Enfin, il ne s'adresse pas. Il arrive en état de psychose totale et du coup incapable de faire son boulot. Et donc du coup, en plein moment de crise, quoi. C'est-à-dire, ils sont attaqués, ils reçoivent des grenades et du coup de la surface, et du coup le commandant est soumis à ce même état de pression. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est qu'à ce moment-là, il le joue comme un commandant pragmatique, et qui a une décision à prendre. Le mec, tu t'abandonnes, je peux éventuellement te buter, quoi. Ah ouais, c'est ça. Quand il va pour chercher le flingue et que les autres sont en train de le tirer en mode genre non, casse-toi. Le mec dérape en fait, mais simplement le mec, tu le sens aussi, malgré son côté l'autorité de cet instant, tu le sens terrorisé. Et c'est ça que j'aime bien, c'est. Puis d'ailleurs, il est même quand il revient et que le mec est plus là, il est soulagé, tu vois, c'est bon, il repose le flingue, il fait putain, c'est bon. Non, il a pas envie de faire ça, quoi. Non, mais complètement. Et puis à ces dangers, donc de la surface de la guerre, ces dangers, mais que de la pression, donc sous-marine, des profondeurs, en fait, il y a énormément de pression du fonctionnement même du sous-marin, c'est-à-dire avec ces avaries qui vont s'accumuler au fur et à mesure que le film se déroule. Tu te dis, ils rentreront jamais. Et puis il y a aussi la menace sanitaire quelque part, enfin, qui est montrée par des petites qui est parsemé dans le film par des petites trucs qui sont après, pas dangereuses. C'est quand même surtout plus tourné en blague, quand même. C'est tourné en blague. Enfin, c'est là, mais c'est bon. Pas un danger, mais en fait, tu sens. En fait, ça ajoute à la tension. À l'immersion, et puis à te dire, en fait, tout ça, ça crée des espèces de trucs où, en fait, on revient à un état un peu primal, en fait, où il n'y a plus d'hygiène. C'est un truc de. Et en fait, c'est complètement. Ces mecs-là, tu vois, ils sont. Comment dire, ils sont ramenés à les états, enfin les pires états primaires, c'est-à-dire il n'y a plus rien, ils ne comptent que sur leurs décisions. Et tout le film t'amène de prise de décision et qui sont pas toujours heureuses. Ce que j'aime bien, c'est que le mec s'attaque à une cargaison de convois, alors c'est leur chance à ce moment-là, mais il n'empêche que leur chance va leur causer presque une espèce d'avarie mortelle, quoi. C'est-à-dire que les mecs après ils vont se faire attaquer par un destroyer. Et c'était évident, en fait, ils le savaient et tout le monde le dit. Alors il y a plein de discussions en interne dans le sous-marin où les sous-officiers se disent mais en fait c'était juste insensé d'attaquer ce convoi-là, quoi, parce que évidemment qu'on n'allait pas s'en tirer. Après, c'est très très bien amené parce qu'il y a tout ce côté, justement, au début, en fait, c'est l'ennui, quoi. Ouais. Au début, c'est justement la première pression du sous-marin vient du fait que tout le monde est enfermé, mais qu'il n'y a pas d'ordre. Il y a pas d'ordre. Donc ils naviguent, ils voguent à droite à gauche. Et surtout ils croisent personne. En plus. Et ils croisent personne. Même pas de... Et quand ils croisent des gens, pour le coup, c'est plus eux qui subissent, quoi. C'est plus merde, il y a un bateau au-dessus, il a balancé des grenades de repérage, quoi, un peu. On a repéré un truc, dans le doute, on balance voilà. Donc c'est vraiment une espèce de tension où ils sont. Donc ce qui fait que oui, au moment où ils ont un convoi attaqué. Et même eux, tu vois, il y a ce côté un peu enfin, tu vois, ça y est, on va y aller, tu vois. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est d'autant plus, encore une fois, ça marche, c'est d'autant plus marquant que du coup, ils ont presque tellement frustrés en fait d'être là depuis des mois à rien faire que on va attaquer machin, et puis finalement tout de suite après tu te retrouves confronté à mais en fait en face t'as des hommes en fait comme eux qui sont en train de crever, de cramer, de se noyer aux conséquences de leur attaque. Et voilà, et du coup c'est pour ça que tout l'enchaînement est hyper bien, hyper fort, quoi. Ouais, bien sûr. Puis c'est installé sur le temps, et comme tu dis, moi ce que j'aime bien c'est que toute cette première partie du film, une grosse partie quand même, où en fait justement ils ont pas d'ordre. Ça montre à des petites séquences qui sont rigolotes, mais en fait genre le mec s'enlève une crotte de nez parce qu'ils ont tellement plus rien à faire, il la balance sur l'autre. C'est presque des scènes qu'aujourd'hui dans un film de 2 heures il se serait coupé, parce que ce serait presque t'as même des plans on va au chiottes, non, mais très clairement. Mais en fait du coup c'est bien, c'est que c'est un peu façon dans de la mer. Enfin, c'est toujours tous ces films là catastrophes, il y a eu même dans le Pic de Dante je vois aussi là-dessus indirectement, c'est-à-dire on te présente des risques potentiels qui peuvent arriver au cours du périple. Donc en l'occurrence ça peut être la menace tu vois, le requin on le verra au bout d'1 heure de film. Et là en fait c'est ça aussi, ils sont presque montrés comme des silhouettes. Les bateaux on ne voit jamais vraiment les ennemis distincts, c'est des bateaux, des formes dans le brouillard qui se rapprochent ou qui s'éloignent, des sons. Et t'as le chant de loup justement et puis t'as l'espèce d'alarme de proximité, c'est ça, qui fait presque office de la musique du suspense en réalité. Et ça c'est intéressant. Et en plus moi ce que j'aime bien c'est qu'ils sont vraiment sur ce mec qui entend l'écoute. Alors j'ai perdu il y a un terme pour ça, alors, c'est l'oreille d'or, je crois, l'oreille d'or, un truc comme ça. Et en fait du coup le mec, c'est vraiment, tout se repose sur lui et tous les regards se tournent sur lui, et c'est sur lui que va dépendre la suite du film et les conséquences, enfin le danger grandissant. Le moment où ils sont persuadés d'avoir c'est bon, il nous est passé à côté et tout, il revient et commandant quoi, et il retourne et tout, et l'autre il revient, puis du coup il annonce l'échéance du bateau qui revient, et tu sais, et là où c'est bien vu, c'est que tu sais jamais, t'arrives pas, c'est le genre de truc où tu sais jamais ce qui va se passer, parce que du coup à un moment le destroyer qui les traque pendant une bonne grosse demi-heure de film quand même, à un moment, et qui
qui manque de les de les couler quoi. Ouais. Ils arrivent vraiment pas à s'en dépaire. Et puis là du coup t'as le mec qui fait qu'il les entend, on entend même genre il dit au mec qui écoute, ils font écoute oublie parce qu'on l'entend, il est au-dessus de nous là. Et t'entends évidemment les hélices qui tournent, le mec qui tourne autour d'eux, et puis t'as les yeux le regard du commandant qui pour une fois se laisse aller à se dire qu'on est mort quoi. Il dit écoutez finissons-en, vas-y arrête de jouer, finissons. Et en fait et là c'est là le truc se barre finalement. En fait, tu sais pas. Et en fait, et justement, c'est une scène où ils s'enfoncent dans les profondeurs parce que là, ils ont pas le choix. Le mec est au-dessus, il les traque, il les a repérés de toute façon avec leur sonar. Ils descendent. Et puis. De toute façon, en plus, là, c'est là qu'il y a le problème technique où ils peuvent pas remonter en fait. Alors non, ça c'est plus tard, ce sera au détroit de Gibraltar. Ah oui, alors c'est l'autre, d'accord. Et ils descendent, puis là, ils vont beaucoup trop loin. En plus, ce que j'aime bien, c'est que tout ça c'est amené. Au début, 235, 240. Au début, ils t'annoncent que c'est en gros potentiellement, pas maximum, mais la profondeur à laquelle ça peut présenter des risques, c'est 90 mètres après. Et après, tu t'enfonces dans un truc, on force l'armature du truc, quoi. Et là, donc on le sait, ça nous est amené au début du film, et là, en fait, on voit qu'ils arrivent à 230 mètres, au double, au triple près. Et là, tu sens tout qui commence les boulons qui pètent, et c'est sur la durée, et le regard de l'équipage qui est terrorisé, et en même temps, donc t'as la menace des profondeurs, t'as la menace du dessus, où le mec est au-dessus, t'as l'équipage qui devient fou, c'est dans cette séquence-là que justement l'officier va... Et en fait, tu comptes sur personne, quoi, et tout le monde est à un état d'extrême... De stress extrême qu'en fait on ne sait même plus si on peut compter sur les gens quoi. Ouais, et puis c'est ça en fait du coup ce qui est intéressant, ce que dit le mec après qui a pété un câble, où il dit mais en fait je savais même plus qui j'étais quoi, enfin j'ai craqué quoi. C'était plus moi. Ouais, c'est ça. C'était un autre mec quoi. Et du coup donc c'est voilà, encore en plus c'est bien parce que du coup c'est en 3 temps, parce que du coup ça va jusqu'au effectivement après le détroit de Gibraltar, où là du coup ça va au-delà des 235 et ça redescend là le truc il pète et avec ce truc à la fin où je pensais pas que le sous-marin pouvait supporter autant quoi. Puis le sous-marin à ce moment-là est échoué à une profondeur maximale, donc c'est ça, là, avec toutes les avaries possibles. Et là c'est comme dans les films catastrophes classiques, là tout le monde s'entraide pour, évidemment c'est leur mission, mais de réparer les avaries. Après là encore, ce qui est hyper cool, c'est qu'il y a vraiment tout qui est montré quoi. C'est-à-dire qu'effectivement on est quand même, enfin voilà, c'est à l'armée, c'est des gens qui sont quand même entraînés, qui sont formés. Donc les mecs ils agissent, mais t'en as quand même quelques-uns qui sont tétanisés, qui pètent des câbles, et justement t'as ce truc qui gardent pas leur calme. C'est ça, de l'autre qui se retourne vers lui, genre ouais je veux la clé de machin et tout, l'autre il répond pas, il se retourne, il lui met une tarte, mais putain je veux c'est maintenant quoi, on y va quoi, donc je veux la clé de truc, on y va. Et d'ailleurs toute la scène du détroit de Gibraltar quand ils réussissent à finalement refaire surface après coup en expulsant l'air de pression, donc ils remontent. Mais genre c'était pas gagné, mais là je trouve que t'as des moments de photographie qui sont énormes quoi. Genre là ils arrivent à la surface dans une espèce de bleu couleur pleine lune, avec le brouillard, la brume qui est au bord de l'eau, les bateaux au loin qui sont des silhouettes, les feux d'artifice, parce que là ils t'en font presque un truc artificiel, tu sais, avec les explosifs qui sont lancés, et là c'est super beau. Et puis c'est toujours, ce que j'aime bien, c'est que c'est un film où il y a déjà eu plusieurs maquettes du sous-marin qui ont été construites pour le tournage, et notamment une d'ailleurs qui a été récupérée sur le tournage de Les Aventures de l'Arche perdue, c'est le sous-marin de la fin en fait. C'est parmi les maquettes des sous-marins qu'on voit alors toujours sur des plans de profil, et pas que, remarque, mais beaucoup. Mais moi en fait tout en dur aussi, c'est con à dire, hein, mais là t'es dans un sous-marin, un vrai truc mais tu sens surtout, tu ressens les conditions de tournage dans lesquelles les comédiens ont été amenés à tourner. En fait, il y a un truc de, tu sens moi j'ai vu un peu le making of, quelques extraits du making of, parce que t'as eu même un documentaire qui a été réalisé, et je me demande même si c'est pas le documentaire qui a été réalisé, qui est sorti en 2021 sur l'incroyable tournage, appelé comme ça, la super production, parce que faut savoir que c'est quand même le plus gros film à l'époque, en tout cas de sa sortie, allemand, et c'est le plus gros budget. Ah oui, c'est 35 millions de marques, je crois que c'était ça à l'époque, et qui aujourd'hui, on imagine, ce sera un truc autour des 100 millions, mais c'est un truc qui a pris, et qui a été le plus gros succès aussi, je sais pas si c'est encore à ce jour, mais en tout cas en Allemagne. D'un film d'exploitation allemand. Puis même l'international, hein, il a reçu des prix, il me semble qu'il y a des Golden Globes. Je crois qu'il y a eu 5 Oscars, dont les meilleurs décors et meilleurs réalisations. Alors je sais pas s'il l'a eu, en tout cas il a été nominé meilleur réalisateur, meilleur film, c'est décor. C'est joué nommé, mais je crois qu'il a été nominé. Tous les trucs techniques, hein, il est clairement. Et c'est ce qui a permis d'avoir. Peut-être qu'il a eu la musique. Enfin je sais plus. Il me semble qu'il en a eu un. Je sais plus. Qui est pas mal aussi, qui est assez marquante finalement. C'est très peu de notes. C'est rigolo parce que parfois t'as des thèmes un peu très aventure. Tu sais quand t'as le sous-marin qui vogue, tu vois. Ouais, je me rappelle, et à la fois, t'as des trucs très. Mais en même temps, encore une fois, qui va avec le ton du film, hein, très austère, grosse percussion, très lourde, grave. Voilà, très sombre, très lourd. Et bah ouais, donc du coup gros succès, et ça a permis à Peterson d'avoir un temps d'exploitation en Amérique aussi. Il a fait beaucoup de blockbusters derrière. Il a fait sa trilogie de l'eau, c'est comme ça qu'il a sûrement en tout cas. Donc c'est-à-dire qu'il a refait en pleine tempête après avec Clooney, qui était vraiment bien pour le coup. C'était une équipe de pêcheurs qui allait chercher l'espadon et qui se retrouvait confronté à une tempête pas possible.
Et l'appât du gain, parce qu'ils sont tous dans des positions au début où ils ont délétères, ils ont plus d'argent, et ils comptent là-dessus pour pouvoir ramener une grosse prime. Enfin, ils n'ont pas réussi à pêcher ces derniers jours. Et là, ils y vont, et ils savent très bien qu'ils vont devoir traverser la tempête pour y aller, et c'est la décision. Clooney et le commandant leur disent, c'est vous qui décidez, soit on y va, et il y a un danger, mais par contre on ramène notre thune, soit on rentre et puis on est dans la merde, quoi. Puis ils y vont, puis là c'est vraiment 1 heure de tempête avec des vagues de hyper bien faites. Enfin là, pour le film c'est tous les trucs un peu d'une catastrophe, un peu grandiloquent, académique, mais alors il est vraiment sacrément, formellement hyper bien foutu. Et son troisième sera Poséidon, qui lui pour le coup a un remake beaucoup moins grandiose, en fait, qui ne garde que l'aspect roller coaster de l'aventure de Poséidon. J'avais un souvenir un peu mauvais goût parfois quand même. Ah ouais, non mais clairement une espèce d'ébauche de CGI. Alors moi ce que j'aime bien, mais non mais même dans le ton je trouve il y a pas une histoire de personnages parfois peut-être un peu trop c'est-à-dire il y a des scènes oui, non mais je vois ce que tu veux dire, qui sont lisses, genre la fille de Kurt Russell dans le film qui joue le maire de New York. C'est toujours des rôles, tu sais, un peu grandiloquents aussi, mais qui étaient sans charisme, quoi, porté par George Lucas, qui était assez narré. Moi ce que j'aime bien dans le film, il a ça pour lui, c'est qu'il fait 1h35 pour un truc de cette envergure là, qui est quand même un gros film, quoi. 1h35. Alors mais du coup le parti pris c'est ok, donc il y aura pas de psychologie, on oublie ça, le film existe, on va vous faire un roller coaster, et c'est la vague arrive au bout de 10 minutes de film et ça ne s'arrête jamais, et c'est porté par un espèce de premier degré qui est assez salvateur et qui a des couilles aussi quelquefois. Il y a des scènes où notamment où je me rappelle il y a le personnage de Richard Dreyfuss dans De la Mer qui joue dedans, qui joue un espèce de vieil homme homosexuel qui est en deuil de sa relation parce que son mec l'a plaqué, quoi, entre guillemets, et puis il se retrouve accroché dans un... Alors, je sais pas si ça s'appelle cette scène, accroché dans la cage d'ascenseur, parce que tout est retourné, et puis en fait Josh Lucas le tire, mais sauf que accroché à sa jambe t'as un sous-officier qui connaît le bateau, c'est le seul mec qui connaît le bateau, donc tu dis sur qui on peut compter, sauf que... Et donc je disais, donc le mec se retrouve, ils sont tous les deux accrochés à la main de Josh Lucas, l'autre accroché au pied de Richard Dreyfuss, et puis Richard Dreyfuss au-dessus, il se rend compte que l'ascenseur va tomber. Et moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même cette scène où Josh Lucas dit à Richard Dreyfuss, mais je vais pas essayer de vous monter tous les deux, juste donne-lui des coups de pied, fais-le tomber, on pourra pas vous sauver tous les deux. Et puis le mec il finit par lui donner des coups de pied pour qu'il tombe, et c'est des petits moments, tu vois, en fait tu prends des décisions, soit vous mourrez tous les deux, soit j'en sauve un. Et ils le font vraiment, tu vois, il y a 2-3 scènes comme ça où ils hésitent pas à le faire, et je trouve que ça c'est pas mal. Mine de rien, aujourd'hui il y aura plus beaucoup ça. Mais bon bref, c'est beaucoup moins bien que l'original notamment. Mais bon bref, sa trilogie de l'eau, et puis après il a fait des trucs patriotiques au possible, hein. C'est lui qui a fait quand même Air Force One, qui, alors même si on a une tendresse parce qu'on l'a connu, c'est 94, on le voit aujourd'hui, c'est quand même nous on a la blague de dire bon là c'est le président, c'est Harrison Ford, donc ils ont de la chance. Mais imaginons François Hollande accroché à Air Force One en plein air, tu vois. Là on est aux limites du ridicule, quoi, avec un Gary Oldman qui est autrement plus qu'on a connu super, hein, mais là qui est en mode over the top façon pas loin du 5e élément, quoi. Est-ce que c'est plus ou moins que Tommy Lee Jones dans En pleine tempête? C'est équivalent. Mais du coup c'est un mec qui est, et du coup moi j'aime bien, puis ça fait office de grande fresque historique quand même, parce qu'on est quand même sur un truc. Moi on est dans le sous-marin, au final ils reviennent victorieux donc sur le port de La Rochelle, en ayant subi toutes les avaries possibles, notamment au détroit de Gibraltar qui se passe juste avant. Et ils y retournent en mode on a sauvé nos miches, quoi. Puis on se rend victorieux, voilà, on retrouve nos femmes et enfants. Et puis finalement il va se passer une attaque attaque aérienne sur la base même sur la base portuaire, quoi. Et là qui est pour le coup putain d'impressionnante, quoi, genre avec des explosions, enfin là le truc, puis il y avait filmé de grand, là pour le coup il passe de focale dans une espèce de coursive très serré, voilà, un espèce d'énorme tu respires, mais en fait le danger est quand même là, et tu respires pas parce qu'en fait le danger arrive tout de suite, mais par les airs cette fois-ci. C'est la seule menace qu'on n'avait pas encore rencontrée dans le film, et du coup je trouve que t'as tout, en fait. Et tout, t'as tout, si à un moment donné ils se font attaquer par un coup de mitraillette, un avion. Oui, remarque, exact. Ouais. Mais après, c'est pas des bombes, mais tu vois, et là aussi, un peu filmé de la même manière qu'un Nolan filmera dans Dunkerque. En fait, la menace est invisible, en fait. On ne voit jamais vraiment les soldats. La seule fois où on les voit 3 secondes, c'est des silhouettes au loin qui cherchent à se faire sauver et qu'on va oublier. Mais du coup, c'est des monstres, en réalité. Tout ça, c'est des monstres. C'est ça. Le fait d'avoir 1 heure de l'attente, où en fait on attend, comme l'équipage, qu'il se passe quelque chose, ça annonce que le danger, tu vois, on se rapproche du danger, en même temps on le voit pas encore, et puis quand on va le voir, ça va pétarader, quoi. Mais encore une fois, ça va aussi dans ce propos de la guerre, en fait, où effectivement c'est... tout est dépersonnalisé, quoi. Ils sont en train de se battre contre des monstres, tu peux remplacer ça par une chasse à la baleine ou un truc de SF avec je sais pas quel monstre. Et de n'importe quel bord aussi, tu vois. Ouais. Sauf que voilà, c'est pour ça que cette scène, mais qui est quasiment, je pense, au milieu du film, hein, où il voit vraiment factuellement les soldats ennemis, quoi. Où là, t'es confronté par non, en fait, on se bat contre des humains comme nous, quoi. Donc c'est complètement. Ouais. C'est marquant, quoi. C'est vraiment. Puis le rythme, je sais pas comment dire, il y a vraiment une très bonne gestion du rythme, parce que tu vois, le film dure 3h30.
Ouais. Dans sa version, ça encore va. une fois, 4. Enfin, franchement, tu vois, Bah, même la version de 4 de 5 heures me fait pas peur. Moi, je te l'avais présenté le film avant qu'on le voit. Je pensais naïvement, je me rappelais plus, mais que j'avais Director's Cut, je croyais que ça allait durer 2h45 parce que je savais qu'elle a été recoupée. Ce qui est le cas. Mais du coup, c'est en regardant le film tous les deux que je voyais sur le truc, putain, c'est 3 heures. Je vais pas lui dire parce que je sais pas quand. Et en fait, tu vois, à la fin. Ah non, mais c'est très très bien. Enfin, en vrai. C'est passé bien, tu vois. Parce qu'en fait, le temps est assez dilaté. Il y a des mêmes passages un peu oniriques dans leur discussion sur. Et en fait, leur parcours est quand même bien. Comment dire, il y a suffisamment de péripéties et même au sein du bateau, en fait, il n'y a pas de scène gratuite vraiment chiante, quoi. Non. Parce que c'est dans tous les cas, t'apprends à connaître les personnages. T'apprends à connaître la dynamique du bateau, etc. Donc en fait, c'est. Puis t'as une dynamique croissante dans les missions et les dangers qui vont leur c'est poser. ça. Ça va toujours plus loin, au fur et à mesure, toujours de façon plus violente. Ouais. Et puis même quand t'as l'accalmie on va au Portugal, on va en Espagne pour se ravitailler. Ouais. Ça, tu vois, même ça, ça reste dans ce que ça raconte et dans ce qui s'y passe, ça reste une péripétie, quoi. Ce n'est qu'une étape supérieure de leur périple. Qui est intéressante à suivre. Et puis en plus, t'as ce truc de creux avant de tomber dans la catastrophe à venir, quoi. Ouais, puis c'est une façon un peu aussi dans la dynamique du film et de ce qui s'y passe, de dire en fait vous allez reprendre des forces pour attaquer le gros dur là. Ouais, et le gros dur c'est le détroit de Gibraltar. Et puis le gros dur en plus, t'as aussi ce truc, en fait c'est impossible. Et il le sait déjà, quoi. En ouais, fait. bien sûr. Tu vois, c'est pour ça, c'est d'autant plus. Et tu le sens toi aussi quand le mec déjà quand l'autre il est en mode bah non après ce qu'on vient de se taper comme avarie, il faut qu'on, enfin là on est trop, c'est bon, je prends la décision, on rentre, quoi. Ouais. Et là il reçoit l'ordre et tu vois quand il reçoit l'ordre ce truc de bah mais c'est l'ordre de trop, quoi. Enfin, c'est l'ordre trop tard, de trop. Et ils s'en sortent, et c'est d'autant plus terrible et nihiliste qu'ils s'en sortent victorieux. On avait toutes les raisons de crever. Et on revient à La Rochelle victorieux, puis c'est là qu'on va se redescendre. Dessoudé à la surface. À la surface, ouais. Alors, et c'est le danger a été représenté dans le sous-marin, et même dans l'immensité de l'océan. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on imagine, ils le disent dans leur dialogue, et ça, on parlait tous les deux à ce moment-là, donc je sais pas si tu as vu, ça dure pas longtemps, mais moi je le connais bien le film. En fait, t'as des scènes où ils se baladent. Alors, c'est des moments où ils sont tout seuls, ils n'ont pas forcément de mission. Ils se baladent, ils sont dans l'océan, ils sillonnent les mers. Et puis ils se retrouvent à croiser un autre sous-marin qui s'avère être un sous-marin allemand aussi. Et du coup, dont ils reconnaissent. Alors ils font des appels de phare sur le. Ouais. À la surface, quoi, et en fait ils se reconnaissent et puis ils se parlent comme des amis, puis en fait ils sont dans un petit moment un peu de sympathie, de bonhomie entre de commandant à commandant, et puis il revient après dans son sous-marin, il fait puis comment ça peut arriver, comment c'est possible que dans un immense océan comme ça on se croise, on a failli taper un de nos confrères, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en fait c'est je sais plus dans quel film il y a cette c'est dans Abîme, justement, parce que je ferai le parallèle avec ce film après. Abîme, où c'est un immense sous-marin, et pourtant on peut se croiser à n'importe quel moment, quoi. C'est pour dire qu'en fait le danger aussi peut être croisé à n'importe quel moment, qu'en fait on est tout seul dans un truc énorme, mais en fait pas tout seul. Il y a quand même des gens, peut-être tout est office, tout est possiblement peut être source de danger, quoi. Là il manquait dans la diminution, il manquerait presque plus qu'un monstre aquatique, quoi. Les attaques, quoi, et ça faisait tout, quoi. Donc ça j'ai bien aimé aussi, parce que c'est des moments en fait Puis ce que j'aime bien aussi à ces moments-là, c'est qu'on reste du point de vue de notre sous-marin, nous. C'est-à-dire que les mecs, tu les vois, mais tu pourrais faire un contre-champ. Oui, et des autres de l'autre côté. Et en fait, non, tu restes. Et donc ce n'est que des silhouettes, ça aussi. C'est une espèce de moments hors du temps dans le film qui sont. Et ils sont tout seuls, quoi. Ça te rappelle qu'ils sont tout seuls et tu seras tout seul avec eux, quoi. Et du coup, je pense que ça, en salle, moi je l'ai pas vu en salle, du coup c'était en 81, mais il n'y a pas eu de ressortie. L'immersion doit être totale. Hein. Et je pense que c'est typiquement le genre de film qu'on disait quand tu sors d'un truc comme Avatar 2, ou des gros films monde comme ça où tu ressors, où tu sais plus qui t'es. Et là, je pense que dans ce film-là, tu ressors, tu vois la lumière, non mais c'est clair. C'est presque dynamique de Descent, en fait. Tu ressors, tu t'es pris un gros socle, quoi. Donc c'est ça aussi l'impact. Et je pense que l'immersion est hyper importante. Et je trouve que Spielberg, dans le Soldarian, a retrouvé des séquences un peu comme ça. Je parlais du fait qu'ils ne sauvent pas les Allemands dans le Soldarian, c'est quand justement ils décident de les laisser partir pour mieux les tuer derrière, ou plein de trucs comme ça, où la psychologie des soldats de tous bords confondus nous est montrée comme en fait complètement instable, en position de stress intense, quoi. Et c'est bien dépeint dans le film, ça. Et puis j'arrive aussi à m'attacher à une grosse partie des personnages, parce que justement ils nous sont présentés un par un depuis le regard de ce jeune journaliste qui va faire ses investigations autour d'eux, quoi. Et donc du coup ça permet d'avoir un film qui est qui est cohérent, qui est croissant, qui est pas trop resserré, et en même temps qui s'intéresse. Enfin, il y a pas de moments achetés réellement. Il y a plein de moments qui servent pas dans l'histoire, mais en même temps qui servent à la psychologie des personnes. Je me suis même posé la question. Mais en fait, la version cinéma de 2h30, ça doit être super short, quoi, du coup. Bah, je sais même pas si j'ai vu finalement. Moi, j'ai vu que. Alors j'avais eu une retranscription télé dans mais je crois que c'est déjà la version Director's Cut. Donc, je pense que. Bah, écoute, la Director's Cut, c'est 97. Ouais, bah c'est celle que j'ai vu. Ouais.
mais qui est déjà, tu vois, qui est déjà très dilaté dans le temps. Donc, après, il faut imaginer que ce qui s'y passe après dans le reste dans la série, ce que j'ai entendu, moi, c'est beaucoup de moments vraiment d'humanité, d'interaction entre les personnages. Bah, déjà, apparemment, il y a tout le. Par exemple, il y a un épisode entier, donc 50 minutes, c'est avant qu'ils partent. Donc tout ce qu'on a à nous au tout début, effectivement, de la fête, etc. Donc ça doit être ça, mais en plus long, quoi. En plus, quand ils doivent se préparer sûrement pour partir au sous-marin après le lendemain, etc. Se remettre de leur gueule de bois et compagnie, quoi. Et tout le début nous est présenté comme une espèce de fête extravagante où en fait t'as des stripteaseuses, limite des danseuses, t'as des mines pas possible, même le chef mécanicien. Ouais, mais justement t'as ce truc du comment dire t'as aussi en fait une partie de la naïveté des jeunes. C'est-à-dire que t'as ce truc il y a des mecs qui ont l'expérience, qui eux sont tous, et d'ailleurs tu les vois, ils sont tous un peu posés, un peu taiseux, en train de regarder, bon ils boivent, ils font la fête, mais tranquillement, et les autres qui sont vraiment en mode, qui pissent sur la bagnole du commandant avant qu'ils arrivent, qui n'ont pas encore l'expérience complète du terrain. Qui sont en train de faire les fous, de tout casser, d'emmerder la chanteuse et tout, enfin... Et ça, en plus de nous être montré par l'image, c'est dit dans la bouche du commandant qui les observe un peu de façon amusée. Mais même après, tu vois, quand ils vont dans le sous-marin, où en gros, il a déjà cette appréhension de non, mais en fait, c'est des gosses, quoi. Ouais, bien sûr. C'est des gosses, j'ai l'impression de partir en colline vacances. Ils sont pas prêts, en fait, pour ce qu'ils nous attendent, quoi. Et ce que j'aime marrant, c'est qu'ils te mettent. T'as beaucoup de personnages différents dans le film, et dans le sous-marin, ils te mettent un personnage de. Alors, je sais plus quel rôle il a, lui, qui est un espèce de supérieur hiérarchique aussi, qui est amené. Tu sais, un mec un peu qui est très. Civilisé, qui est très érudit dans sa façon de parler, qui est très, alors de ce que je comprends, c'est que c'est très institutionnel justement dans son comportement. C'est je crois que c'est le fils d'un grand ponte, je crois. Ouais, mais c'est un mec qui est là pour faire ses armes. Une espèce de pistonné de classe un peu, et qui en fait est toujours dans son personnage de mec institutionnel justement, qui est très et qui va plus ou moins se laisser aller au fur et à mesure des avaries qui vont arriver, du danger. Et ce que j'aime bien, c'est que t'as beaucoup de scènes de repas qui font office d'interlude dans le film, où ils mangent, ils dînent, ils déjeunent, on sait pas trop, parce que le temps pareil est dilaté, on sait pas quand ça se passe, et où tout le monde regarde un peu de haut, puis c'est un peu le choc des cultures, quoi, quelque part. Et ça j'aime bien aussi, parce que c'est un truc, tu sais que ça arriverait dans n'importe quelle situation, mais c'est jamais malveillant. C'est toujours dans un truc de, tu vois, on se serre les coudes. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait, dans plein de films, dans tous les films, même un personnage comme le journaliste arriverait, qui fait presque précieux au sein d'une espèce de troupe de mécanos, de mecs. Il se fait même un peu malmené, mais ça reste plutôt bienveillant. C'est plus des blagues. C'est pas un mec qui va être victimisé dans le film. Non. Il se fait il lui balance une serviette d'huile à un moment donné, mais tout de suite il y a un arrêt sur et puis là le mec ils vont se faire sermonner, quoi. Et j'aime bien parce que c'est pas toujours le cas, des fois tu peux justement parce qu'il aurait pu faire l'approche pour dépeindre la difficulté de ce monde là, le cliché de l'antagonisme, et que l'autre vraiment se rende compte que c'est vraiment dur, et en fait ce qui est dur c'est les conditions, mais il connaîtrait les mêmes que tout le monde. Mais c'est ça en fait le truc, c'est que alors je sais pas si là on est sur un truc réaliste, j'ai jamais été dans un sous-marin, mais je pense que t'as quand même ce truc de en fait il y a pas de place pour l'antagoniste et pour on va se prendre la tête entre nous, quoi. Parce que justement dans les moments où c'est la merde, il faut que tout le monde soit ensemble, quoi. Donc en fait il vit finalement sans être un professionnel, il vit les mêmes conditions que tout le monde. En tant qu'assistant, il participe parfois même tu vois, dans les avaries, des fuites d'eau, il va aider à donner les trucs, il va même prendre certaines décisions, des ordres, même à la fin il commence à, parce que mis sous pression lui aussi, il devient l'instinct de survie qui et en fait du coup je trouve que c'est réaliste aussi dans l'étude de la psychologie des personnages. Je trouve que c'est hyper bien pensé, et ce qui fait que tu sors jamais du film parce que tu te raccroches toujours au moins à des personnages. Puis en plus, encore une fois, ça va avec c'est là où la fin est très marquante, quoi. C'est que t'as vraiment ce truc de passage à l'âge adulte quelque part, avec tous les, alors ceux qui le sont déjà, mais tous ceux qui sont des jeunes cons un peu vont devoir se renforcer. T'as la phrase au début du commandant quand le journaliste prend des photos à l'extérieur où il fait non, gardez vos photos pour quand ils auront de la barbe, pour la fin, quand ils auront de la barbe, quoi, quand ils vont à la fin, quoi, parce que c'est pas spectaculaire et c'est pas véridique et c'est pas et du coup t'as ce truc de du coup ils en sont tous ressortis plus forts, mais sauf que ça ne sert à rien puisqu'ils se sont fauchés dans la foulée dès qu'ils posent le pied sur le sol, quoi. Et puis c'est un précurseur de pas mal de trucs. Il y a beaucoup de scènes en fait qui ont été reprises de différentes manières, ou en tout cas qui ont sûrement inspiré beaucoup de films. Je pense notamment quand ils font une immersion périscopique où en fait avec le périscope ils cherchent un peu ce qui se passe autour, voir s'ils peuvent faire surface après coup, puis en fait ils voient un navire de loin, un destroyer qui est plus loin, on se dit pas qu'ils les ont repérés.
Puis il le situe, il le capte, et puis à partir de là, ils discutent ensemble à l'intérieur pour dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quoi. Et puis à un moment, il tourne la tête 3 secondes, il revient, il ne le voit plus. Et en fait, il tourne à 360 degrés, et puis là, il est tout près. Ouais. C'est des trucs, des petits moments, en fait, tu vois, tu sens dans la gestion de suspense qui marche bien et qui ont été repris partout ailleurs. Et ça, je trouve que c'est des trucs qui marchent super bien. Et puis en plus, comme c'est beaucoup de maquettes, ça a de la gueule, quoi. Ça a une espèce d'ampleur, le film. T'as même des plans à un moment donné, il sort aussi dans une espèce de brume où il est en mode merde, on voit rien et tout. Mais tu discernes quand même au loin une espèce de forme un peu, tu vois, vaguement de fantomatique, en fait. Ouais, parce que ils sont absents, ils débarquent d'une part, ils disparaissent aussi vite. C'est ça, en fait, c'est ça la menace de la mer, la menace dans le milieu de l'océan, et c'est ça aussi qui est. Et puis moi j'aime bien quand ils sont mis, leurs discussions peuvent parfois devenir métaphysiques quand ils sont comprimés, que ce soit par la pression, par le temps qui passe, et ça change aussi la personnalité des bonhommes. Ce que j'aime bien à la fin, c'est que le journaliste, quand il y a l'attaque aérienne sur le port, le commandant donc meurt. J'aime beaucoup ces trucs un peu patriotiques, très solennels de mourir en regardant son navire couler avant lui. Il meurt en même temps que son navire, le gars. C'est lui qui meurt, quoi. Et puis en tenant la main de façon Pacino de Niro dans Hit du journaliste en réalité, qui lui c'était l'antithèse de ce bonhomme-là. C'était l'homme un peu le gars, comme on imagine, le vieux pêcheur, le dur, l'homme à tout faire, tu vois, le commandant en chef, et puis t'as l'autre qui est un peu naïf, qui est un peu doucereux, qui est même physiquement, dans son physique aussi, qui est comme ça, qui a pas les traits marqués du gars, quoi, et puis qui finalement va survivre et qui va en tirer, on imagine, une espèce de. Il va changer complètement avec ce qui lui est arrivé. Donc le mec a évolué aussi. Et donc en plus il oublie jamais d'amener ses personnages d'un point A à un point B dans leur psychologie, et je trouve que tout ça c'est assez amené, quoi, et que ce final un peu choc, c'est très nihiliste, mais te rappelle que la guerre rappelle que dans cette guerre-là, des hommes somme toute, malgré l'idéologie qu'ils défendaient, en tout cas humains comme nous tous, sont morts aussi pour servir des causes d'idéologie. Là, en l'occurrence, c'est ça, c'est que c'est même pas, justement, c'est ça en fait, c'est même pas une question d'idéologie, quoi. C'est juste qu'en fait, à partir du moment où t'es à l'armée, en fait, ton boulot, c'est de défendre et c'est d'être j'allais dire un outil, quoi, en fait. Donc, à noter d'ailleurs qu'il y a alors je sais plus sur quelle plateforme. C'est pas BBC. Peut-être, il y a une série qui a été faite avec d'autres acteurs en plusieurs saisons. D'ailleurs, je serais intéressé par la voir, du coup, faut que je la trouve. Das Boot, une espèce d'adaptation où on part sur un autre scénario, quoi. Mais du coup, ça peut être intéressant. Et t'as eu pas mal des stars dans de films de sous-marins. T'en as eu les plus connus, donc on en avait déjà chroniqué, le SS Alabama, qui joue sur autre chose. Lui, il joue sur justement des prises de décision institutionnelles. Et, de ce que ces décisions-là peuvent créer comme. Là, c'est la décision nucléaire, donc là, on est sur complètement autre chose, avec parabole de la guerre froide et tout ça. Donc, mais qui était aussi dans son genre. Il y avait ce même truc de claustrophobie, tu vois, de tension, et aussi de rapport de force. C'est ça qui jouait, c'est de rapport conflictuel, de force entre deux brutes épaisses dans ce moment. Alors, deux mecs chevronnés, mais un mec qui doit faire ses preuves, qui est au passage de Washington, et l'autre qui est là depuis toujours et qui admet pas qu'un petit jeune puisse le contredire, quoi. Notamment à l'aune d'une décision qui peut changer la vie de tout le monde, quoi. Donc ça, c'était intéressant, c'était une pression plus psychologique dans le sens putain, quelle décision toi tu prendrais, tu vois. Et mais je jouais moins sur le côté coursif étroit, enfin il y avait moins ce truc là quand même c'était plus vraiment sur le rapport institutionnel. Non, du coup la tension, c'était plus la tension des gens en fait. Donc t'avais plus ce côté, les mecs sont tous en train de suer comme des cochons, et j'ai perdu le terme, tu sais, quand il y a un sabotage dans le sous-marin, comment on appelle ça déjà, putain, tu sais, où ça marche aussi sur les bateaux ou les navires, tu sais, où ah oui, la merde, la mutinerie. La mutinerie où deux clans se forment, quoi. Et donc t'avais celui-là, t'avais Abîme, que j'aime beaucoup, qui est un petit film qui est pas connu, qui est par le mec qui a fait Pitch Black, David Towie, donc la trilogie sur Riddick, entre autres, et qui a fait ce film-là, qui était un petit film noir qui partait de postulat pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, où en fait, d'une simple, alors on l'apprendra à la fin du film, une simple erreur de décision ultime, puisque c'est un navire quand même britannique qui font exploser qui attaque un navire allié en réalité en pensant que c'était un ennemi, et puis du coup à partir de là se crée un secret. Et puis c'est qu'en plus c'est des civils, je crois. C'est des civils, c'est un bateau de civils. Et alors ce qui se passe, le trauma, c'est qu'il se crée un secret pour ceux qui ont assisté, qui étaient dehors à ce moment-là, qui ont décidé de pas les sauver. Parce que du coup si on les sauve, ça va prouver que donc en fait ils se barrent, et en fait ça travaille tout le monde, mais sauf que nous on sait pas tout de suite, on suit le film de point de vue d'un jeune officier qui lui ne sait pas, mais comprend qu'il y a quelque chose qui se passe, puis il va se passer des événements bizarres, fantomatiques dans le truc liés à ça,
et en fait le commandant comprend qu'il y a ça mais il peut pas en parler, puis en fait ça va créer genre des mutineries dans le truc, les gens vont devenir fous, avec des imageries où ils sortent, il y a une descente dans l'eau parce qu'ils entendent des bruits de coq, et en fait t'as des raies, puis il y a des vieilles histoires comme quoi oui mais à l'époque on enfermait des sous-officiers dans les cales et en fait ils sont morts et puis on imagine que c'est eux qui tapent, et j'aime bien moi toute cette imagerie là, c'est vraiment, ça joue avec une espèce de musique très angoissante, et j'aime beaucoup ce film là. Bah, le seul problème que j'ai entre guillemets avec ce film là, c'est plus lié à son budget, c'est Oui, c'est un tout petit quasiment budget. un téléfilm quoi. C'est un tout petit budget. Mais c'est vrai que du coup c'est la patine quoi. C'est tout est trop lisse, tout est trop. T'arrives même Ouais, pas à ouais. comprendre que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, parce que oui, effectivement, c'est la photo et tout ça. Mais et par ça, contre, ouais, ce que ça raconte, c'est avec super cool, notamment Bruce Greenwood qui faisait le commandant, t'avais David. Non, j'ai perdu, pardon. Holt que des McKay, mecs de série, des mecs ouais. qui étaient au top de leur charisme. Après, c'était gueule. T'avais même le tueur, l'acteur qui faisait le tueur dans Scream 3, alors pour le coup qui était mieux utilisé. Mais voilà, et donc t'as eu aussi Catherine Bigelow, t'as eu K-19, le pêche des profondeurs, que j'aime pas du tout pour le coup, alors, malgré que j'adore Bigelow qui est beaucoup trop solennel, glacial quoi. T'as eu le McTiernan, Octobre Rouge, qui est pas mal dans son genre, qui est donc Jack Ryan. Moi je suis moins fan de ces films d'espionnage pur et dur, et du coup qui joue plus sur un film d'espionnage que sur Oui, c'est que là on est vraiment plus sur une narration, une histoire, plus que. Et t'en as un qui est pas mal par contre, qui est le Jonathan Mostow, qui est donc le Terminator 3, Breakdown, qui est U571, où t'avais McGonaghy, t'avais tout un casting, et qui était vraiment pour le coup alors, beaucoup plus spectaculaire, mais qui était vraiment super bien en temps de guerre aussi. Et ça manque cruellement, je trouve. Moi j'aime beaucoup ce genre de film, tu vois. Bon, après il se trouve que le Das Boot a marché à l'époque, tous les escarres n'ont pas trop fonctionné, notamment Abîme qui lui existe même pas et qui a même pas été ressorti. Tu vois que c'est un film que j'aime beaucoup, qui se met pas en définition, quel que soit le support. Donc c'est un peu dommage. Mais il est sorti au cinéma? Ah, il est sorti au cinéma en 2002, c'était un petit film c'était estampillé Miramax. Donc c'était, toi, avec des petits budgets, c'est l'équivalent à l'époque, c'était comme aujourd'hui un Jason Blum le ferait, donc tu vois, c'est toujours aussi l'image qui est un peu moins bien. Qui est un peu. Il fera mieux, par exemple, il pourra plus expérimenter dans son Riddick. Ah oui, rien à voir. Et tout ça, mais qui n'était pas des gros budgets non plus, mais tu vois, là c'était vraiment. Après, le truc, c'est que. Enfin. Quelque part, Pitch Black, tu peux te démerder un peu, tu vois, on est sur une espèce de SF, tu vois, tu peux, voilà. Le truc, c'est que là, faut avoir qu'on appelle ça, c'est de la reconstitution, quoi. Donc c'est compliqué. Mais qui était dans sa mise en scène plutôt intéressant et qui avait été passé de petits moments, je me rappelle. Mais c'est vraiment, ça, pour moi, ça ne joue que à la DA, quoi, à la déco. Il y a des petits moments de mise en scène qui sont hyper cool, l'immersion périscopique, où en fait, tu vois, plutôt, indépendamment de Das Boot, par exemple, c'est lui qui va regarder ce qui se passe, mais tu vas voir son œil à l'écran avec le reflet dans son œil de ce qu'il voit avec Et en fait t'as plein de petits trucs comme ça de transition qui marchent bien, un peu créative, et où il bouge sa caméra de façon bizarre, où tu te dis comment il a fait d'intérieur de cet endroit exigu. C'est juste qu'il est pas soutenu par formellement par un visuel qui marque, ça c'est sûr. Mais voilà, enfin bref, du coup, mais c'était aussi pareil, très premier degré, puis t'avais tout un lore autour de ce qui se passe, de la menace qui se passait, les gens faisaient leur interprétation, les gens devenaient fous. Et puis le contexte historique était pour le coup assez réaliste, quoi, et ça marchait bien, quoi. Et mais bon, bref, voilà. Bon, après pour Das Boot, je sais pas ce qu'on peut en dire, c'est que ça reste une référence, et que je pense qu'il faut amener les gens à le revoir, parce que il n'est pas considéré, enfin il est considéré comme un classique, mais c'est-à-dire que les gens, il n'est pas connu du grand public aujourd'hui. Des gens qui veulent voir un film de guerre ne vont pas regarder Das Boot. Après, parce que encore une fois, tu vois, film allemand, c'est compliqué aussi, tu vois, pour les gens. Bien sûr. Mais alors vraiment, la Director's Cut 3h30, c'est pas effrayant. Enfin, vraiment, pas du tout, non, ça passe hyper. Le ressenti est pas du tout long, quoi. Pour ceux qui aiment les films, et je pense que des films comme ça marchent aussi bien pour ceux qui aiment les films où tu vas suivre même des frégates, par exemple. Mais c'est les mêmes fonctionnements. C'est presque un film de piraterie aussi, par moment, effectivement. En plus, avec le côté réparer les avaries, etc. Bien sûr. On est sur avec le médecin de bord, les trucs et tout. Enfin, l'hygiène, tout ça. Et du coup, je pense que ça peut plaire à ces gens-là aussi. C'est vraiment une espèce d'immersion réaliste dans un truc comme ça. Alors, des gens qu'on n'a rien à foutre de ce sujet-là, ils peuvent être un peu plus étrangers, mais tu vois, puis ça reste un film de guerre dans les grandes lignes. Tout ce qui se passe dans les films de guerre qu'on va voir habituellement sur le terrain, sur terre, et tu retrouves à l'intérieur de ce sous-marin. Et c'est là aussi où c'est en fait un film beaucoup plus universel que ce qui n'y paraît au premier abord, quoi. Ah ben oui, et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant d'avoir mis ça du côté des Allemands, quoi, en fait. Ouais. D'ailleurs, c'était l'inquiétude de Petersen et ses équipes de scénaristes de la maison de production à l'époque, qui ils avaient peur que ça freine les gens. Ils avaient peur que ça freine sur le territoire américain notamment, qui sont très, tu vois. Et en fait, au début du film, le film commence par un espèce de texte sur l'écran où qui t'indique que pendant la guerre, il y a eu autant d'Allemands qui ont été explosés que d'Allemands. Et puis au moment, apparemment, pendant la projection test du film, la projection de l'avant-première tout simplement, où en fait il y a ce texte qui dépeint le fait qu'il y a eu beaucoup d'Allemands morts dans le truc,
t'avais tout le monde dans le set qui applaudissait, quoi. Alors ils se sont dit, oh putain, ça va. Du coup, C'est bon, Américains- c'est bon. Justement, non, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment patriotiques dans le sens, ça rappelle que les Allemands ont été tués. Ah, ok. Donc les gens applaudissaient, genre, merde. ils Ah oui, j'ai disaient, pas compris. putain, ça va pas se passer. Et en fait, les gens ont plutôt, ça a été un contraire, vrai succès aux, ouais. aux États-Unis. Et les gens ont applaudi, il y a une innovation de ouf à la fin, donc c'est hyper bien impressionnant en réalité. Ok. Parce que justement, ils jouent pas là-dessus, quoi. Ils jouent Ah bah sur non, l'humanité ça ne parle pas du universelle. de tout. tout Bah, enfin, là pour le coup, effectivement, heureusement, parce que sinon ça serait un autre film. Enfin, le monde. là, Ce serait peut-être malsain même à la ah vision, ouais, quoi. genre, c'est le truc. Donc voilà, ouais, c'est un film que je conseille à tout le monde. Je vous conseille. On vous le conseille effectivement. Voilà, bah, c'était notre retour sur Das Boot. On se retrouve la prochaine fois pour un autre film. Salut à tous, salut Arnaud. C'est Vex.